assez exigeant et à la fois exigeant, plutôt donc assez, je peux être parfois un peu sévère, mais jamais, mais toujours avec, je fais toujours je fais toujours bienveillant. C'est-à-dire que je fais tout pour que et mes acteurs et mes techniciens soient très à l'aise sur le plateau. Mais il faut qu'ils soient disponibles totalement et que voilà et que il peut y avoir des erreurs parfois, on peut se tromper, on peut oublier un truc, mais pas deux fois. Moi j'ai le même agent que Javier Bardem là-bas en fait. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois elle me propose des rendez-vous pour jouer la comédie, enfin pour jouer dans des films, mais j'y vais pas, je lui dis non. Enfin où j'y vais, je lui dis je veux bien le rencontrer mais je vais pas le faire. Donc j'arrive au rendez-vous en disant non je veux pas faire ce film. Je dis j'aime bien, bon, parce que ça m'intéresse pas justement d'être juste acteur, surtout aux États-Unis où on a souvent l'image des Français, à part les actrices qui ont une carrière géniale comme Marion par exemple. Mais Gad Elmaleh, Omar Sy. Oui, c'est super, oui, enfin, mais ce que je veux dire, c'est que dans les films comme. Enfin, Gad, par exemple, il fait une carrière de one-man show, il repasse par le one-man show, mais quand il a fait quelques petits rôles dans des films, on ne comprend pas bien pourquoi il est là, il est coupé au montage, il est. Bon. Et moi, je n'ai pas envie d'aller passer du temps, ou entre guillemets, perdre du temps à être dans des films où il y a un petit rôle, où c'est un rôle de français qui n'est pas très sympa, c'est souvent le cas. Donc je préfère être à l'origine du projet et développer la chose, quoi. Les choses se sont enchaînées, le cinéma est arrivé, et puis ce raz-de-marée, quoi, ce phénomène incroyable de Bienvenue chez les Ch'tis qui m'a fait dire d'ailleurs après Bienvenue chez les Ch'tis, je dis ah bah avant je croyais que j'étais connu, mais non. Et mais j'ai pas, je m'en fous. Enfin, je vis très loin de ça en fait. C'est marrant. Enfin, je suis vedette, hein, voilà, je le sais. Mais j'ai pas de, je le revendique pas ou je vis pas avec quoi. Chez moi, il n'y a pas d'affiche de mes films, il y a pas de photos avec d'autres vedettes, il y a pas, non, il y a des photos de mes enfants, des photos de famille, peut-être une photo de mes débuts sur scène au Café de la Gare, mais sinon, il y a rien, parce que c'est pas ça qui fait le cœur de mon travail et de ma, non. Voilà, sinon je ne suis plus, si jamais je deviens star, je suis plus, je m'éloigne de ce dont je rêvais quand j'étais gosse en fait. Quand j'étais gosse, voilà, je rêvais d'amuser, enfin de faire rire et d'émouvoir. Et pour faire bien ça, faut être artisan en fait. Voilà, je suis un peu un artisan. Il arrête jamais, il se repose jamais, il sait plus comment on fait. Donc il enchaîne les films. Oui, donc c'est une fuite. C'est un peu une fuite, non, mais non, c'est pas une fuite, mais c'est une chance. Non, c'est une chance de faire ce métier, et de partager ces moments extraordinaires. Mais vous savez être contemplatif, vous pouvez vous poser à un moment Oui, donné. bien sûr. Je lis, oui, je regarde des films, je lis. Vous pouvez prendre des vacances. Non, Ah. difficilement. Enfin, je pars en vacances, mais avec des choses à écrire, des choses à faire. Je peux pas. Je partais pas en vacances quand j'étais gamin. Je ne sais pas si c'est le Nord qui veut ça, mais Lynn Renaud disait la même chose il y a 15 jours. Elle disait, moi, je ne peux pas prendre de vacances. Non. Petits moments de petits moments magiques. Il y a des moments Qui rachète tout. Ouais. C'est touché par la grâce, quoi. Il y a un truc, on se dit, ah oui, c'est ça. Je sais pas, c'est dans la rue où c'est très dur, dans la rue d'arrêter les gens. Je joue dans la rue et voilà, un vieux monsieur arrive, me met, à l'époque c'était des francs, me met 10 francs dans la main en me disant, vous irez loin. Truc, voilà. Et on se dit, ah bon. Alors que vous avez fait des auditions, que vous êtes pris nulle part, que voilà, vous savez pas comment faire pour vivre. Voilà, il y a des moments comme ça, des signes en fait, qui font que on continue à y croire. Devenu bon. Soit il disait que c'était nul. J'ai eu genre nullissime, ou j'ai eu des trucs. Pourquoi parler de ce film, puisque ça n'est pas du cinéma.
Des trucs comme ça, très, très méchants, mais c'était des petites lignes. Là, ils mettent des photos maintenant. C'est pareil, mais ils mettent des photos avec des choses très, très... Bon, tant pis, c'est le jeu. Hein. Bon, c'est bien si ça leur fait vendre du papier, tant mieux. Non, mais ça, c'est simplement comment dire, c'est des coups de cœur. Voilà, j'ai eu un coup de cœur pour le scénario et. C'est de se dire qu'on aide aussi les autres. Oui, oui, mais ça, je fais ça depuis toujours. Hein. Depuis le début de ma carrière. Enfin, dès que ça a commencé à marcher, ça m'a intéressé effectivement, parce que j'appelle ça perdre mon argent intelligemment. Et Et vous craignez pas de le perdre? Non, non, non. Non. Parce que vous en avez beaucoup? Non, c'est pas ça. C'est que l'argent est fait pour être dépensé. Je suis pas du tout radin, justement, contrairement à mon personnage. Amplement insulté. Oui, vous l'avez dit à la conférence, vous avez même été menacé à un moment donné, Ouais, parce ouais, que ouais. bon, voilà. Mais comment vous ressentez ça? Il y a quand même de l'antisémitisme. Voilà, vous êtes juif, votre existe, famille est ouais. juive, vos amis c'est le vrai, c'est sont, vrai. et puis d'ailleurs, ça ne concerne pas que les juifs, mais l'antisémitisme en France, cette crise-là, comment Mais vous... c'est pas qu'en France d'ailleurs, je trouve. Ouais, c'est En peut-être Europe, aussi en Europe. ouais, pas mal, malheureusement, ouais. Parce que les gens font des raccourcis. Les gens font des raccourcis. Et les gens, en fait, il y a une sorte de surinformation qui devient de la désinformation. Et les gens font des raccourcis, et des amalgames, résumés, des ouais. amalgames, des choses. C'est assez terrible. Et quand moi j'ai des journalistes qui m'ont dit, bah, maintenant que vous êtes convertis, vous êtes devenus très riches. J'ai eu ça, pseudo-blague, maintenant que vous êtes juif, vous êtes devenu très riche. Je dis, mais attendez. Donc, comment on réagit? Qu'est-ce qu'on fait? On s'énerve, on quitte le plateau. Donc, moi, j'ai répondu, d'abord, j'étais très riche quand j'étais catholique, déjà. Et je dis, je vais vous dire une autre chose qui va vous rassurer, je connais beaucoup de juifs pauvres. Attendez que. Quand on fait des soirées pour la Tzedaka, par exemple, c'est vrai on voit des familles sous le seuil de minimum, quoi, qui vivent dans la pauvreté. Donc c'est pas. D'un seul coup, il y a effectivement il y a malheureusement beaucoup de clichés, et les gens se contentent de ces clichés, et il n'y a plus d'ailleurs le libre arbitre, en fait. Là, les gens pensent plus par eux-mêmes. Il faut se battre contre ça, ouais. On vous connaît bien entendu sur scène et devant la caméra. J'aimerais en savoir plus sur le scénariste que vous êtes. Où et comment écrivez-vous? Est-ce qu'il y a des rituels immuables à côté desquels vous ne pouvez pas passer pour imaginer une histoire? Oui, m'enfermer seul dans mon bureau. Quitter la vie. C'est des discussions que j'ai eues avec Francis Weber. Souvent, on parle de ça parce qu'il a la même douleur à quitter la vie. C'est très compliqué, surtout quand vous êtes très connu, que les gens vous aiment, que vous avez beaucoup de succès, de quitter la vie, de dire au revoir. C'est vraiment ça, hein, de dire au revoir et aux enfants, à ma femme, aux gens qui m'entourent. Dès qu'on me dit « Ah, viens, on fait ci, ça », je dis « Non, j'écris ». Bon, tant mieux, je veux dire, j'ai du succès, donc c'est un cadeau merveilleux, mais c'est quand même une douleur de s'extraire de la vie, c'est quand même un isolement qui est un mal nécessaire pour écrire bien, quoi. Parce qu'on a passé par des étapes absolument terribles de doute, de désespoir, d'euphorie, on a un côté cyclotimique dans l'écriture, parce que on va gravir une montagne, quoi, qui a l'air infranchissable, quoi. Donc je m'isole, je fais 2 sessions d'écriture par jour qui peuvent durer en longueur. Il m'arrive de me lever la nuit pour aller écrire. J'ai une idée, je veux pas la perdre, je cours dans mon bureau. Vous avez été vraiment le roi du monde avec vos propres films. Est-ce que aller dans les univers d'autres cinéastes, être acteur chez les autres, est-ce que c'est aussi une façon de se réinventer, de ne pas exclusivement se reposer sur ses lauriers, de ne pas s'emmerder aussi S'emmerder, non, je m'emmerderai pas à faire que mes films, non. Non.
Je pense que si je faisais que mes films, peut-être au bout d'un moment, je raconterais toujours la même chose. Maintenant, je trouve important d'aller dans les univers d'autres réalisateurs et d'autres réalisatrices, là, en l'occurrence, parce que c'est important, on se nourrit des autres, on nourrit les autres et on se nourrit des autres. C'est vrai que je me pose souvent la question, c'est très, enfin, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je me dis souvent, est-ce que je devrais pas plutôt ne faire que mes films, parce que j'en fais un tous les 2-3 ans, quoi. Du coup, je pourrais en faire un tous les ans, tous les 18 mois. Si je faisais que écrire, ou même quand je produis des films, d'ailleurs, quand je produis le court-métrage de Stéphane De Groot, ou quand je produis le film de Jérôme Commandeur et d'Alain Corneau, ils l'ont réalisé à deux, ça me nourrit, quoi. Ça me nourrit, je travaille sur le scénario, ou quand je travaille sur mes projets américains, c'est pareil, c'est pas moi qui ai écrit le scénario au départ, mais ce qui m'intéresse, c'est l'échange, quoi. C'est comme les artistes peintres qui, d'un seul coup, vont faire des voyages, vont dans des ateliers d'autres artistes peintres pour justement pas être totalement en autarcie et s'ouvrir un peu sur les techniques et le travail et la sensibilité d'autres artistes. Je pense que c'est pour ça que je fais ça, ouais, bien sûr.